Bonjour Monsieur Amand, merci de revenir en quelques mots sur la médiation qu'il y a eu lieu entre Sunley et Saventia. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors oui, bonjour. Je suis Francis Amand, donc le médiateur des relations commerciales agricoles. Autrefois, le médiateur des contrats. Hein. Je rappelle que le dispositif il a été créé en 2010 pour faciliter la conclusion de contrats équilibrés entre agriculteurs ou éleveurs et leurs premiers clients, là où la contractualisation était obligatoire, et notamment dans le secteur du lait. Je fais ça depuis 2011, avec une montée en puissance continue, et d'ailleurs maintenant avec pratiquement plus d'interventions sur l'aval des filières, c'est dans les relations entre transformateurs et distributeurs, que les relations plus à l'amont entre éleveurs et transformateurs. Mais évidemment, les relations sur l'amont sont évidemment les plus fondamentales, si je puis dire. Et donc, c'est avec plaisir que je viens vous détailler ce qu'on a pu faire à l'occasion du différend ou des discussions entre Saventia et Sunley. Donc, bonjour Julie Esclas. Vous avez participé à la médiation entre Sunley et Saventia qui a débuté le 16 avril 2020. En quelques mots, pouvez-vous vous présenter et nous présenter ça? D'accord. Oui, bonjour. Je suis secrétaire générale de la médiation et médiatrice déléguée. Et c'est à ce titre que j'ai participé à la médiation entre Saventia et Sunley. Et juste en quelques mots pour présenter la médiation, au départ, elle a été créée en 2010 pour gérer les relations entre les agriculteurs et leurs premiers acheteurs. Et puis, progressivement, elle s'est étendue de l'amont à l'aval des filières, si bien qu'aujourd'hui, on a à peu près 50% de l'activité qui concerne les relations entre les agriculteurs et leurs premiers acheteurs et 50% des médiations qui concernent les transformateurs dans leur relation avec la grande distribution. L'OP Sunley a saisi la médiation le 16 avril 2020. Celle-ci s'est clôturée le 4 février 2021. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois de médiation? Alors, en effet, vous avez raison, la médiation s'est prolongée longtemps. En fait, elle s'est prolongée tant que chaque partie considérait pouvoir convaincre l'autre de la justesse de ses positions. Les discussions ont été longues parce qu'il y avait beaucoup de sujets. Elles ont d'abord porté sur les engagements réciproques pris dans le cadre du régime mis en œuvre dans les 2 ans précédents. Hein. Ensuite, elles ont porté sur l'interprétation de la loi Egalim. Et enfin, sur la traduction technique de cette loi. Donc, il y a beaucoup de sujets, c'est pour ça que ça a pris du temps. En plus, outre ces points assez fondamentaux, la médiation a été compliquée par le fait que les parties, donc Sunley et Saventia, devaient parallèlement négocier, et ça a été fait chaque trimestre, le prix qui serait payé pendant leur discussion. Parce que l'activité continue même si les parties sont en médiation. Et donc, c'est ça qui explique que ça a duré tout ce temps-là, sachant que chaque partie peut interrompre à tout moment la discussion et sortir de la médiation. Ça, on ne nous a pas empêché de le faire. Mais on voit bien là que le délai de 2 mois que vous avez évoqué, en fait 1 mois renouvelable une fois, il est acceptable pour les différends relatifs à l'exécution d'un contrat. Mais ce n'est pas un délai adapté aux différends qui portent sur la conclusion des contrats ou accords cadres. Et d'ailleurs, on l'oublie, mais la loi n'impose pas le délai dans ce cas-là. Hein. Bon. Cela étant, vous avez raison de relever ce point, la médiation aurait pu être écourtée si Saventia avait, dès le début, annoncé clairement le prix maximum qu'elle consentait à payer. Je dois dire, avec l'expérience, je crois qu'aujourd'hui, je n'attendrai pas aussi longtemps pour constater un blocage et mettre moi-même, à mon initiative, un terme à la médiation.
Vous publiez à l'issue de cette médiation un document de recommandation. En quelques mots, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, première chose que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas obligé de faire des recommandations, mais là, j'ai trouvé que ça valait le coup de le faire parce que, comme je l'ai dit, on avait abordé beaucoup de sujets assez fondamentaux et donc ça valait le coup de. Et puis, il y avait eu un travail qui avait été fait, ça valait le coup de le sanctionner, enfin, du moins, bien le marquer par un document. Alors, la recommandation, elle fait plusieurs choses. D'abord, elle constate que les éleveurs laitiers sont en situation de dépendance vis-à-vis des entreprises qui les collectent et qu'on doit tenir compte de cette situation pour interpréter les dispositions de la loi. C'est un point important. Elle dit aussi que les engagements contractuels doivent être respectés, et même scrupuleusement respectés. Alors évidemment, ça impose que ces engagements soient clairs et précis, notamment quant à la prise en compte des événements qui peuvent modifier l'économie du contrat. Donc des choses simples mais précises et claires. Là, on a passé beaucoup de temps à savoir qui avait promis quoi. Donc c'est un peu compliqué. Alors la recommandation, elle est aussi, c'est un point important, critique sur les clauses d'alignement sur la concurrence et ne les admettre que pour autant que ces clauses d'alignement sont acceptées par les éleveurs. Et ce qui n'est possible qu'au terme d'un vrai dialogue stratégique entre l'OP et la laiterie. Après tout, si les éleveurs veulent favoriser la position concurrentielle de leurs collecteurs, rien ne doit les empêcher. Mais on ne peut pas leur imposer l'alignement sur la concurrence. C'est un point important. Elle recommande surtout, et c'est au cœur de ma recommandation, que les coûts de production réellement subis par les éleveurs soient intégralement couverts pour la partie de la collecte commercialisée en France. Et que la grande distribution prenne en compte ces coûts dans le prix d'achat des produits transformés. Ça, c'est une recommandation assez fondamentale, et d'ailleurs qui inspire, du moins, ou qui ressemble à ce qui est prévu dans la proposition de loi dite Egalim 2 à venir à la discussion bientôt au Parlement. Elle recommande enfin d'intégrer à la formule de prix de véritables indicateurs de valorisation sur les autres marchés à mesure qu'ils seront établis, les autres marchés en dehors du marché domestique. Et je pense qu'effectivement, on ne pourra pas éternellement retenir le prix du lait allemand comme indicateur des valorisations obtenues sur les marchés d'exportation. On n'a pas mieux aujourd'hui, mais on doit tous travailler, y compris au sein de l'interprofession, pour trouver des meilleurs indicateurs à mettre en œuvre dans les formules de prix. Alors, cette recommandation, elle pose donc des principes assez fondateurs. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'elle pose des principes fondateurs que je peux forcer sa mise en œuvre. Et d'ailleurs, en l'état actuel des textes, je ne peux en aucune manière forcer la mise en œuvre de la recommandation. Donc, elle est importante, mais elle est entre mains des parties prenantes et elle n'est plus entre les miennes. D'accord. Plus largement, quelle est votre vision pour que la filière laitière rémunère demain chacun de ses échelons? Alors, vous ne serez pas surpris si je vous dis que les deux recommandations précédentes, sur la prise en compte des coûts de production sur le marché domestique et puis l'utilisation d'indicateurs précis de valorisation sur les autres marchés, serait déjà un vrai progrès pour l'ensemble de la filière. Un vrai progrès parce que dans ce cas-là, les risques sur le revenu tant des éleveurs que des transformateurs seraient cantonnés au seul marché d'exportation. Donc, ça limite les risques. Et en plus, ça permettrait, si on cantonne les risques à des marchés très précis, ça permettrait qu'un vrai dialogue entre l'OP et la laiterie n'embarque sur ces marchés d'exportation qui sont plus volatiles que les éleveurs prêts à prendre un risque économique. Or là, on a l'impression qu'ils sont un peu entraînés sur des marchés très volatiles et sur lesquels ils ne vont pas faire de revenus. Et sur ces marchés, c'est important de le rappeler, la loi Egalim ne peut pas s'imposer, sauf à réformer le cadre communautaire, voire même le cadre plus large. Donc voilà. Je précise toutefois que payer, comme je l'ai recommandé, le lait commercialisé sur le marché domestique à son coût de production, mettrait au moins 1 milliard d'euros à la charge des acteurs de l'aval de la filière.
distributeurs et consommateurs. Il suffit de faire un petit calcul. Prenez l'ensemble du lait produit en France, vous prenez l'écart entre le prix moyen payé et le coût de production, disons, élaboré par l'OCDEL, et vous avez une idée de ce qu'il faudrait rajouter. 1 milliard qui irait aux éleveurs, évidemment. Alors, c'est un investissement qui paraît élevé, 1 milliard, c'est même un peu plus d'1 milliard, mais moi, il me semble que c'est judicieux de faire cet investissement si on veut garder une filière laitière française forte. Et donc, ma recommandation, elle vise à organiser cette remontée. Enfin, le dernier point que je voulais dire, c'est que la filière laitière doit poursuivre sa structuration. Je trouve ainsi que les OP sont encore trop petites. Enfin, Sunlait, c'est pas la plus petite, mais ces OP sont trop petites et trop rivales encore. Et je pense que les OP livrant une même laiterie devraient se regrouper pour peser dans les négociations, peser beaucoup plus, de manière à ce que la laiterie soit obligée de concéder plus de choses. Quel bilan tirer depuis l'entrée en vigueur de la loi Egalim et de quels outils la médiation aurait-elle besoin en plus? Alors, sur le bilan d'abord, moi je tire un bilan plutôt positif de la loi Egalim, ne serait-ce que parce que les prix se sont mieux tenus dans la filière laitière qu'ailleurs, parce que la filière laitière est la seule filière qui a pu bénéficier de tous les outils de la loi, notamment du contrat. Bon. On peut d'ailleurs regretter que le gouvernement n'ait pas imposé le contrat dans d'autres filières que la filière laitière, comme la loi, les textes actuels lui permettent, d'ores et déjà. Donc ça, c'est peut-être une frustration. Et je pense que si on l'avait imposé dans plus de filières, on aurait des résultats, les relativement bons résultats laitiers, je dis relativement parce qu'il reste encore du chemin à se faire, on aurait peut-être trouvé ailleurs dans d'autres filières. Je pense aussi que la loi Egalim a également permis des progrès dans le dialogue au sein des filières, malgré tout ce qu'on dit, et une meilleure compréhension collective des enjeux économiques. Enfin, on avait quand même des débats de bonne tenue, c'est pas n'importe quoi, c'est sur des sujets techniques. Donc là, ça a permis. Voilà. Et puis, je sais bien que on veut toujours critiquer, mais on ne parle que de ce qui n'a pas abouti. Sunlait Savencia, c'est un peu le mauvais exemple, si je puis dire, encore qu'on a beaucoup travaillé et qu'il en restera des choses, mais on n'a pas ailleurs plein de cas où cela se passe de manière satisfaisante. Donc moi, je tire plutôt un bilan positif de la loi. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit parfaite, mais ça a permis des progrès. Alors, quels outils ou quels moyens? Alors d'abord, sur les moyens, c'est sûr qu'on est une petite équipe et que quand on doit gérer plusieurs dossiers en parallèle, ça devient lourd. Si on avait eu plusieurs Sunlait Savencia, ça aurait été compliqué. D'une part, ça c'est sur les moyens. Sur les outils, alors, ce que je veux bien rappeler, parce que je le rappelle tout le temps, c'est trop souvent oublié, la médiation ne peut pas imposer sa solution. On a bien idée de ce qui serait l'équilibre, mais on ne peut pas l'imposer. Et surtout, aucune partie ne s'y ralliera spontanément tant qu'elle pourra poursuivre une relation à son avantage sans encourir de sanctions. Et c'est ça le problème. Donc, elles n'ont pas intérêt à concéder. Et de fait, vous verrez, aucune laiterie n'a été poursuivie pour avoir acheté du lait sans contrat conforme. Constatez vous-même. Et en fait, ça résulte de ce que les corps de contrôle qui pourraient relever l'infraction n'y vont pas, parce qu'ils ne savent pas à quelle partie imputer l'absence de contrat. Ça, c'est un problème. Et donc, si on doit parler d'outils, moi je dis qu'il serait utile que la MRCA puisse éclairer ce point, donc éclairer les corps de contrôle, afin que la partie qui ne souhaite rien concéder soit en risque de sanction si elle poursuit une relation déséquilibrée. Et donc ça, c'est un point important. Il faudrait aussi que la médiation puisse également imposer les conditions applicables pendant le préavis de rupture si la partie, cette partie-là que je viens d'évoquer, met fin à la relation par peur de la sanction. Et idem d'ailleurs, et ça nous aurait bien aidé, il faudrait que la médiation puisse fixer les conditions pendant la médiation.
Ça éviterait comme ça que ça dure trop longtemps. Voilà des sujets. Et je pense qu'avec de tels pouvoirs, vous voyez, il ne faut pas compliquer à l'excès, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas fixer des prix pendant des durées longues, mais avec ces pouvoirs-là, les médiations seraient encore plus souvent conclusives qu'elles ne le sont aujourd'hui. Alors, il serait également nécessaire que le droit de communication aux médiateurs des pièces utiles à la construction de l'accord soit renforcé, par exemple en prévoyant des sanctions à l'égard de ceux de la partie qui ne veut pas communiquer les documents utiles, voilà, ou qui communiquent des choses non justifiées. Et enfin, ça c'est un point aussi qu'on pourrait voir, il faudrait que le médiateur puisse intervenir en arbitrage si les deux parties le sollicitent de cette façon-là. Je dis bien les deux parties ensemble, hein, c'est-à-dire que c'est un arbitrage, le principe de l'arbitrage, c'est qu'il faut que les parties soient d'accord pour y recourir, et il ne s'agit pas que je fixe les prix entre les parties pendant des durées importantes si elles ne sont pas d'accord. Voilà quelques éléments qui pourraient vraiment accélérer les médiations et arriver à une conclusion positive dans plus de 3 cas sur 4, parce que là, nous, on les accorde 3 fois sur 4. On pourrait faire, ça fera augmenter le pourcentage de réussite, je pense, assez clair. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je reste à votre disposition.